Bonjour chers amis de l'histoire romaine et bienvenue à cela. Vidéo de réaction sur Maiorianus. J'ai dit la dernière fois que nous allons faire plus de vidéos de réaction et donc nous voici maintenant et j'ai pensé réagissons à une vidéo que j'ai vue une fois, il y a quelques années et qui en fait était une inspiration pour moi ou un motivateur pour commencer la chaîne Maiorianus. La vidéo est de quelqu'un appelé Tominus Maximus, une chaîne que je respecte beaucoup. Alors s'il vous plaît, allez voir sa chaîne et abonnez-vous parce qu'il fait vraiment un excellent travail et je pense que ses vidéos sont vraiment informatives et aussi drôles en même temps. Frère Tominus, votre travail ici est vraiment excellent. Et donc je me disais, réagissons à une de ces vidéos qui est vraiment incroyable et c'est la chronologie de l'Empire romain chaque mois, ou disons chaque année et plus tard chaque mois de 753 avant JC, la fondation de la ville de Rome, 476 après JC. La date classique de la chute de l'Empire romain occidental, donc plus de 1100 ans d'histoire compressées en 37 minutes de vidéo géniale. Réagissons, donc ma réaction sera authentique, car la dernière fois que j'ai vu la vidéo, c'était il y a 3 ans. Donc vous savez, j'ai oublié beaucoup de détails, mais encore une fois, c'est l'histoire romaine. Donc je connais beaucoup de détails. De toute façon, je saurai ce qui va se passer, n'est-ce pas? Je sais comment cela se terminera en 476 après JC, donc ce n'est pas exactement une surprise. Cependant, certaines choses par idiot pourraient être intéressantes, comme ce que je pense de ces événements et comment je les vois. Donc, commençons simplement et voyons comment cela se passera je moi-même. Ne sais pas vraiment comment cela va se développer. Alors amis, commençons avec la vidéo. 37 minutes. Attachez vos ceintures. Attachez. Je suis attaché. 7. L'histoire commence en 753 avant Jésus-Christ, mes amis. C'est là que ça commence, vous savez, avec le fondateur, le légendaire fondateur de Rome, le roi Romulus lui-même. Et bien sûr, au début, je me souviens encore que c'est plus rapide, n'est-ce pas? Parce que cela n'aurait pas de sens de montrer chaque mois maintenant dans les premières centaines d'années où il ne s'est pas passé grand-chose. Vous savez, c'est juste une petite tâche que vous pouvez voir sur la carte. C'est vraiment une très petite zone que Rome contrôle seulement et cela va rester ainsi pendant longtemps. Donc si c'était chaque mois, la vidéo serait un peu incroyablement longue. Donc c'est très intelligent qu'il est accéléré ici. C'est comme plus rapide maintenant. Donc, oui, nous avançons assez vite, nous sommes toujours dans le royaume, nous sommes toujours à l'époque des rois romains. Vous savez, les 250 premières années étaient comme les rois romains jusqu'à ce que le dernier roi soit chassé de Rome et qu'il s'enfuit. Et puis, bien sûr, la République commence. Est-ce comme Tarquinius Superbus le dernier roi de Rome? Je pense que oui. Maintenant, la République commence, bam. Maintenant, l'âge de la République a commencé 500 ans, amis, 500 ans de République. Donc vous savez, nous pensons parfois à nos pays, et c'est assez intéressant que nous disions comme « Oh, c'est un vieux pays comme les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas ?» L'Amérique a 250 ans de République. Les Romains se moqueraient de cela, Ils ont eu 250 ans de royaume, puis 500 ans de république, puis 1500 ans d'empire. Vous savez? Maintenant, l'expansion commence lentement. Maintenant, cela devient plus intéressant parce que Rome, vous savez, c'était une guerre constante contre les villes voisines. Vous savez, pendant longtemps, c'était Vie et les guerres contre les Samnites, et vous savez, toutes ces guerres contre les villes voisines, jusqu'à ce qu'alors, dans les 200, vous savez, 3e siècle, je dirais, maintenant que la péninsule italienne est conquise, et immédiatement les guerres puniques commencent. C'est assez intéressant de voir que dès que les Romains ont pris le contrôle de l'Italie, bam, les guerres puniques commencent. Alors, la première guerre punique est La première guerre punique, elle s'est terminée, Rome a gagné. Et maintenant, bien sûr, Hannibal, deuxième guerre punique, regarde. Bataille de la mer Transaminique, bataille de Cannes et tout le sud de l'Italie est en train d'être conquis par Hannibal. Hannibal a même eu la chance de conquérir Rome elle-même. Hannibal a failli conquérir Rome. Et maintenant, regardez, se dissolvant lentement, les Romains font un retour.
Ils lèvent une armée après l'autre. Ils perdent une armée, bam, ils enlèvent une autre. Ils perdent une armée, ils enlèvent une autre, ces salauds fous. Tu sais, Hannibal, il a été complètement pris par surprise. Par la férocité, par la folie des Romains. Comme s'il les avait renversés à plusieurs reprises, et à chaque fois, il revenait. C'est logique. Fou. Et maintenant, bien sûr, la bataille de Zama, Scipio Africano a vaincu Hannibal. Scipio Africano, l'un des plus grands généraux romains de tous les temps. Son ratio de victoires à défaites est incroyable. Je pense que je ne suis pas sûr de ne pas vouloir dire quelque chose de faux, mais je pense que je ne suis pas sûr s'il a déjà perdu la bataille, donc peut-être une, mais son ratio de victoires à défaites est incroyable comme presque aucune défaite, donc il a vaincu Hannibal, et donc la deuxième guerre punique était terminée. Mais est-ce que Carthage est en sécurité de Rome? Nous connaissons l'histoire. Carthage n'était pas en sécurité de Rome parce que, vous savez, Cato avait l'habitude de toujours dire après chaque discours au Sénat, et d'ailleurs, je pense que Carthage devrait être détruite. Vous savez, vieux Cato, donc c'est en fait ce qui va se passer maintenant. Je pense maintenant, nous sommes en 182 avant JC, donc pas beaucoup plus à aller, mais maintenant nous avons une période de stabilité relative qui était intéressant de voir qu'après chaque phase d'expansion que les Romains avaient à n'importe quel âge dans la République, vous savez, même le royaume, la République, mais l'Empire. Alors un plateau a suivi où ils devaient se reposer, ils devaient se regrouper, ils devaient consolider, vous savez, vous devez consolider les territoires que vous avez conquis. Et donc maintenant, nous voyons ce rare aperçu de comme « Oh waouh, ça ressemble de… » Cela semble paisible maintenant, cela semble stable. D'accord, bien sûr, il y a comme des combats en Grèce. Il y avait tout le temps quelques combats en Grèce, mais dans l'ensemble, c'est plutôt stable. Dans l'Ouest du moins, n'est-ce pas? Mais maintenant, bien sûr, nous approchons de 150 avant JC, et c'est à ce moment-là que les Romains deviennent vraiment fous. Et je dois dire que c'est aussi le moment où je n'aime pas vraiment les Romains à cause de ce qu'ils ont fait à Carthage. Sérieusement, c'était exagéré, d'accord, et à Athènes, et surtout à Corinthe, comme la course de Corinthe. Homme, ce que les Romains ont fait n'était pas cool. Ce n'était pas cool, donc les Romains, à cette époque, ils étaient… Je n'aime pas ce qu'ils ont fait à Carthage et aux Grecs, sérieusement, ce n'était pas cool, d'accord? Ce n'était pas cool. Maintenant, bien sûr, Hispania est de bientôt conquise, mais d'abord, bien sûr, Carthage maintenant 149, 148, bam, et Carthage, ça commence. Carthage a été détruite, Corinthe a été rasée, toute la Grèce a été conquise, regarde, maintenant c'est arrivé 146. 146, c'est la date où Carthage et Corinthe, Iao, ont été rasés au sol, des trucs fous, donc maintenant les Romains sont la puissance incontestée après la troisième guerre punique, je dirais déjà après la deuxième, mais après la troisième, le absolument incontesté dans la Méditerranée. Donc maintenant, la conquête de l'Hispanie. La conquête de l'Hispanie, c'est aussi assez intéressant, car comme nous pouvons le voir, c'était aussi une lutte acharnée. Et il a fallu pas mal de temps pour conquérir l'ensemble de l'Hispanie comme nous l'avons vu. Plus de 100 ans maintenant, bien sûr, dès que l'Hispanie est sous contrôle. Maintenant, bien sûr, l'Asie mineure. Immédiatement, l'expansion en Asie mineure commencera, parce que les Romains, c'est juste ce qu'ils ont fait, ils se sont étendus, ils aimaient conquérir de nouveaux territoires. Donc nous ne devrions pas être trop naïfs. À propos des Romains, ils n'étaient parfois pas toujours amicaux, comme dans le cas de Carthage, Athènes ou Corinthe. D'accord, ils n'étaient pas toujours super sympas. Maintenant, bien sûr, j'ai besoin d'une nouvelle configuration de microphone. Allons. Voyons ce qui se passe maintenant, bien sûr. L'Illyrie est lentement conquise plus tard. L'Illyrie, bien sûr. D'accord, c'est une tribu intéressante qui est les Cimbres. Oui, les Cimbres, bien sûr, et c'est alors que Gaius Marius le fera. Bientôt réformer les légions, très bientôt, maintenant, bien sûr.
L'expansion en Afrique elle-même, parce que c'est assez drôle. Ah, voici Gaius Marius, oui, il est bientôt maintenant, il réforme les légions. Et c'est intéressant parce qu'après la destruction de Carthage, les Romains n'ont pas immédiatement conquis l'Afrique. Elle a été laissée juste comme Carthage a été laissée en ruine, d'accord. Elle a été laissée comme une ville complètement détruite. Ils n'ont pas immédiatement construit une nouvelle ville, une nouvelle Carthage romaine. En fait, cela s'est produit beaucoup plus tard, au 1er siècle avant JC, ce qui est assez drôle à penser que vous aviez l'ancienne Carthage complètement détruite et abandonnée. C'est à quel point ils ont vraiment méprisé Carthage. Et maintenant, évidemment, Sulla. Maintenant, bien sûr, le 1er siècle avant JC, n'est-ce pas? Et le siècle avant JC commence, qui est le siècle des guerres civiles perpétuelles. C'est ce que les Romains que nous voyons maintenant font le mieux. Ils continuent de se battre entre eux. Ils étaient unis depuis un certain temps maintenant, tant que l'État romain était encore petit. Mais dès que l'État romain a grandi à une certaine taille, il est devenu instable. Il est devenu si grand que soudainement vous aviez des rivaux, des généraux rivaux qui se battaient les uns contre les autres. Et c'est à ce moment-là que vous savez que Sulla est monté au pouvoir. C'est à ce moment-là que Pompeius est monté au pouvoir, Crassus est monté au pouvoir, César est monté au pouvoir plus tard, et c'est essentiellement à ce moment-là que l'instabilité a commencé. Cependant, culturellement, littéralement comme culturellement, c'était bien sûr le zénith de la République romaine. C'était comme quand les plus grandes œuvres ont été écrites par Cicéron, par Virgile, vous savez, par Horace. Ce sont les moments où les Romains ont écrit les plus grandes œuvres littéraires. Oh, maintenant, bien sûr, ils se sont étendus. Ils avaient maintenant conquis toute l'Asie mineure. Mais, bien sûr, ce n'était pas complètement fini. Parce que vous aviez Mithridate. Oui, Mithridate était un dur à cuire, d'accord? Mithridate était un dur à cuire. C'est vraiment, il était quelque chose, vous savez, il a pris beaucoup de poison juste pour construire une immunité naturelle. Il était complètement fou. D'accord, maintenant nous avons bien sûr déjà César, nous sommes déjà arrivés à César et maintenant la conquête de la Gaule commence, maintenant la célèbre conquête de la Gaule par Jules César, d'accord. C'est fou à regarder, c'est comme comment il a conquis. Et il a même osé aller en Grande-Bretagne, comme César est même allé en Grande-Bretagne, mais ensuite il s'est retiré. Il était peut-être un peu trop fou, il voulait trop de choses trop vite, mais bam, maintenant la Gaule est conquise, et la Gaule resterait une partie de l'Empire romain pendant plus de 500 ans. Donc c'est assez incroyable comment César a conquis ce très grand territoire si rapidement. Nous approchons de l'an 44 avant Jésus-Christ. Non, César est parti. César est parti. Les ides de Mars se sont produites. César est parti. Maintenant, bien sûr, les triumvirats, n'est-ce pas? Les célèbres triumvirats se produisent, notamment le deuxième triumvirate. Et, ouais, encore une fois, guerre civile instable. L'Empire romain, dès qu'il est devenu un peu trop grand, il est devenu très difficile à gouverner. Et vous aviez de plus en plus de rivaux. C'est simplement la nature humaine. C'est la nature humaine, n'est-ce pas? C'est logique si vous y pensez. Mais Octavianus bat maintenant Marc-Antoine et il devient le premier empereur, princeps, le premier parmi les égaux. Maintenant, 27 Avergiblc Empire. L'empire commence. Auguste se nomme maintenant Auguste, a maintenant établi l'Empire romain qui durera plus de 1400 ans presque, ouais, probablement, je dirais 1500 ans si vous comptez les derniers États romains orientaux qui sont tombés en 1478 ou quelque chose après la chute de Constantinople. C'est un empire qui a duré 1500 ans, pensez-y, 1500 ans. D'empire, c'est fou de penser à ces durées. Vous savez, comme les États-Unis ont 250 ans et cet empire a duré 1500 ans. Ce sont des durées incroyables. Oh, maintenant, la conquête de la Germanie. Regardez ça, regardez ça. Ça avait l'air si bien, ça avait l'air fou de bien, comment.
La Germanie a été lentement conquise, vous savez. Si Varus, seulement, si Varus, seulement aurait été tel, je ne sais pas, j'avais un si mauvais sens des gens comme papa, une bonne personne, connaissant les gens. Vous savez, il n'aimait pas. Il n'a pas prévu cette trahison sérieusement, c'est comme, allez Varus, qu'est-ce qui se passe mec, qu'est-ce qui se passe? Imagine si Varus était comme, je dois faire une pause, d'accord, je dois mettre cela en pause maintenant. Oh, regardez, cela nous devons mettre cela en pause pour une seconde et juste comme profiter de la vue d'une Germanie Magna entièrement conquise, regardez cela. Regarde ça, imagine ce qui se serait passé si Varus n'avait pas été un tel, tu sais. Je ne veux pas dire quelque chose de trop désagréable à son sujet. Peut-être que cela aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous d'être trompé comme ça, mais si Varus avait su, aurait été un meilleur connaisseur des gens, tu sais, et il aurait dit, comme ce gars Arminius, c'est oui, il y a quelque chose d'étrange à son sujet. Je ne lui fais pas confiance. Ok? Imagine si Varus avait fait ça. Il aurait ressenti que Arminius ne peut pas être digne de confiance. D'accord, toute l'histoire aurait été celle de Teutoburg, la bataille de la forêt de Teutoburg en 980, de la forêt de Teutoburg en 9 après Jésus-Christ. N'aurait pas eu lieu, et la Germanie aurait probablement été incorporée pendant longtemps dans l'Empire romain, et donc toute l'histoire ultérieure aurait été assez différente. Car alors, lorsque les grandes migrations au Bierlo sont commencées au VIe siècle, vous savez, imaginez avoir la Germanie comme un rempart. Imaginez avoir la Germania Magna comme une zone tampon, où vous pouvez vous replier derrière le Rhin, mais vous avez cette zone tampon qui a déjà été romanisée, et vous savez où vous pouvez utiliser pour ralentir l'avancée des Germaniques, où vous pouvez stationner beaucoup de troupes. Donc, vous savez, je pense que dans cette chronologie alternative, il aurait peut-être été possible de, peut-être, ne pas avoir les Germaniques franchir la frontière du Rhin, c'est juste ma pensée, bien sûr. Nous ne savons pas ce qui se serait passé. Cela aurait pu être très utile si la Germanie était entrée. Je pense que la Germanie aurait été très utile au VIe siècle et même au IVe siècle contre les envahisseurs germaniques. Cela aurait été très utile, d'accord. Je ne veux même pas appuyer sur le bouton de lecture parce que maintenant, tout cela va à l'enfer. Tout cela va à l'enfer maintenant avec le traître. La trahison d'Arminius Hermann l'Allemand, regarde ça, non, c'est arrivé maintenant, bien sûr. Germanicus arrive juste, la rétorsion de Germanicus récupérant les aigles perdus des légions qui avaient été anéantis, ou certaines des aigles perdus qui avaient été anéantis à la bataille de la forêt de Teutoburg, et il parvient même à vaincre toutes les coalitions germaniques, mais Tibère dit « Ah, vous savez, nous ne voulons pas de Germania, nous avons établi, nous aurions encore pu établir une province de Germania avec l'aide de Germanicus, mais nous ne saurons jamais sa logique pour ne pas l'avoir fait. » Probablement parce qu'il ne voulait pas que Germanicus développe trop de pouvoir. Vous savez, là-bas est l'empereur, peut-être craignait-il que Germanicus ne devienne trop et l'empereur. Peut-être craignait-il que Germanicus ne devienne trop puissant. Peut-être pensait-il que la Germanie n'en valait pas la peine. Alors, vous savez, nous ne saurons jamais pourquoi. Mais il est intéressant que Germanicus aurait encore pu reconquérir la Germanie, donc l'empereur Tibère. Vous savez ce que nous pouvons dire de lui, oh déjà fini. Et Caligula est maintenant ici, qui bien sûr n'était certainement pas le meilleur empereur. D'accord, c'était vraiment un mauvais empereur, même si, bien sûr, les sources de lui sont biaisées contre lui. Mais même si nous pouvons aimer d'une certaine manière, de l'autre côté, c'était un assez bon empereur, d'accord. Claude était de l'autre côté, c'était un assez bon empereur, d'accord. Claude était assez bon, mais bien sûr, il y a une chose qu'il a faite que, bien sûr, nous appliquons avec le recul. Il ne pouvait pas savoir ça, mais il pensait que ce serait une bonne idée de conquérir la Grande-Bretagne. Il pensait que ce serait une bonne idée de conquérir la Britannia, et cela aurait pu sembler une bonne idée à l'époque, n'est-ce pas, mais bien sûr, avec le recul.
Nous savons que la Britannia engendrerait beaucoup d'usurpateurs, donc. Oh oui, maintenant Néron. Néron est également intéressant parce qu'il n'était certainement pas un bon empereur, mais il n'était certainement pas non plus le plus terrible des empereurs, parce que beaucoup des sources qui ont écrit sur Néron à l'époque étaient moins des sénateurs. Et Néron n'aimait pas les sénateurs, il y avait une animosité, donc ils étaient super biaisés contre Néron. Donc c'est bien sûr comme nous ne pouvons pas faire confiance à 100% aux sources, il n'était probablement pas aussi fou que les sources le faisaient paraître. Mais il n'était pas non plus, soyons réalistes. Ici, il n'était pas non plus un bon empereur, donc il n'était certainement pas un bon empereur, mais probablement pas aussi insensément mauvais que beaucoup le font paraître. Maintenant, bien sûr, les guerres civiles après Néron, que comme beaucoup d'empereurs viennent et vont, et Vespasien est ici, et Vespasien était à mon avis un très bon empereur. D'accord, Vespasien était un empereur solide, très bonne économie sous Vespasien, et il était très intelligent sur comment générer de l'argent. Il a même introduit la taxe sur les latrines, l'idée seule, et il a établi la dynastie flavienne, l'idée seule, et il a établi la dynastie flavienne et lui. Il a construit le Colisée, qui est maintenant terminé sous Titus. L'Amphithéatrum Flavium, il l'avait commencé, et maintenant, il a terminé, et maintenant, vous avez les grands jeux à Rome. Domitien est maintenant empereur. Domitien est un autre exemple de un empereur qui, vous savez, est souvent très mal représenté comme s'il était complètement fou, mais à mon avis, nous ne pouvons pas faire confiance aux sources autant. Et je pense qu'il y a beaucoup de préjugés sénatoriaux contre lui parce qu'il n'était certainement pas un fan du Sénat et il était plus autocratique, ce que le Sénat n'aimait bien sûr pas. Et l'a donc bien sûr peint sous un jour très négatif. Et nous ne pouvons juger les empereurs romains, n'oubliez pas, que par les sources. Que nous devrions juger Donald Trump sur la base des sources. Il faudrait juger Donald Trump sur la base des sources dans 1000 ans, et la seule source que vous avez est Cable News Network, où vous devez juger Joe Biden sur la base des sources de Fox News, les seules survivantes. Je veux dire, allez, c'est similaire à ce qui s'est passé dans l'Empire romain. Comme nous ne savons pas comment c'était vraiment. Nous pouvons simplement interpréter maintenant, bien sûr, Trajan. Le Trajan est un phénomène. Trajan est comme un empereur sans défaut. Il n'y a pas une mauvaise chose à propos de Trajan il était l'empereur romain parfait. L'empereur romain parfait en tout point. Il avait un grand caractère. Il a conquis des régions folles. Il a conquis des régions folles. Tout le monde l'aimait, tu sais, ça ne peut pas être mieux que Trajan. Comme 117, maintenant, arrêtons-nous un moment. 117, d'accord, 117, arrêtons-nous un moment, et juste apprécions la vue de cela. C'est comme la plus grande étendue de l'Empire romain. 117 et puis Trajan. Malheureusement meurt, et c'est comme la seule mauvaise chose. Je peux dire à propos de Trajan, c'est comme Trajan. Pourquoi es-tu mort si tôt ? Trajan aurait dû vivre encore 10 à 15 ans. Imaginez si Trajan avait vécu encore 10 à 15 ans, la Mésopotamie pourrait... Les Romains auraient peut-être pu s'accrocher à la Mésopotamie, ils auraient peut-être pu établir une province mésopotamienne, et imaginez, je veux dire bien sûr que cela aurait été difficile, c'est clair, je ne le nie pas, mais imaginez que vous avez maintenant... Imaginez que vous avez vaincu l'Empire parthe, et que les Perses ne seront plus jamais cet ennemi brutal et constant, cet ennemi puissant, constant à l'Est, qui harcèle l'Empire romain depuis l'Est. Imaginez que vous venez de vous débarrasser de cette menace. L'histoire romaine serait bien différente. Et l'ensemble de l'histoire romaine, vous savez, si vous n'aviez pas cet ennemi puissant à l'Est, vous auriez pu mieux gérer les tribus germaniques du Nord, et donc bien sûr, l'Empire romain aurait été bien plus puissant par la suite.
Et je ne vois pas un problème insensé dans cette chronologie alternative où Trajan aurait probablement vécu 10 ou 15 ans de plus. C'est juste ma logique, c'est juste ma pensée, je pourrais bien sûr me tromper sur ce point, mais oui, cela ne s'est pas produit. Trajan est malheureusement décédé et maintenant Hadrien a pris le relais et est complètement différent de Trajan. Il consolide son pouvoir, il voyage très souvent à travers l'Empire, il est comme dans toutes ses provinces, voyant ce que font les soldats, micro-gérants, tout certainement pas un mauvais empereur, mais je dois dire que parmi les 5 bons empereurs, c'est l'un de mes moins préférés parce que aussi son caractère, vous savez, c'est assez révélateur que Marc Aurèle, dans ses méditations, n'a pas mentionné Hadrien comme il a surtout remercié Antonin le Pieux, mais il a laissé de côté Hadrien, et Hadrien était tout un personnage. Comme des accès de colère, comme il était assez en colère parfois, disons-le comme ça, donc j'ai des sentiments mitigés à propos de Hadrien, certainement l'un de mes empereurs préférés parmi les 5 bons empereurs, mais certainement toujours un empereur assez capable. Ici, Antonin le Pieux est en fait l'un de mes empereurs romains préférés. Je veux dire, il est en fait un empereur très sous-estimé parce qu'il n'a pas beaucoup attaqué, il n'a pas beaucoup conquis, bien que je dois dire que beaucoup oublient qu'il a conquis le nord de la Grande-Bretagne, ou comme établi le mur d'Antonin et ordonné une expédition militaire offensive dans le nord de la Grande-Bretagne. Donc ce n'était pas qu'il était un stoïcien, il était un philosophe, et cela a bien sûr grandement influencé Marc Aurèle, qui est ensuite devenu empereur, et Marc Aurèle, bien sûr, il idolâtre Antonin, Pius parce que Antonin était pour lui le dirigeant idéal et il voulait devenir comme son père adoptif, Antonin Pius. Antonin. C'est pourquoi pour moi, Antonin Pius, si je devais choisir une époque où je voulais vivre, au sein de l'Empire romain, je pense que je choisirais le règne d'Antonin Pius. Antonin Pius, d'accord? C'est l'époque que je choisirais parce que je pense que si vous vouliez une vie paisible, si vous vouliez que tout soit assez agréable, aussi agréable que possible dans l'Empire romain, n'oubliez pas que nous le voyons parfois à travers des lunettes romantiques. Parce que l'Empire romain n'a jamais vraiment été un endroit merveilleux et génial où je dirais que la période la plus stable et paisible de l'Empire romain, je dirais que la période la plus stable et paisible de l'Empire romain, et si je devais choisir, je vivrais à cette époque sous Antonin Pius. Bien sûr, malheureusement, cela ne resterait pas ainsi. Nous savons tous ce qui va se passer maintenant. C'est le sommet de l'Empire romain culturellement, je dirais dans le sens de l'art. Si vous regardez les statues, les bustes, les détails des empereurs romains sont les plus précis. Ils ont des détails incroyablement élaborés. La technologie est de loin la plus impressionnante de cette époque. Les bâtiments qui sont construits à travers l'Empire romain. Les aqueducs, tout est de loin le plus sophistiqué de cette époque. Maintenant, ici, à cette époque, et maintenant, ce qui se passe, bien sûr, c'est la peste antonine. La peste antonine, et on ne peut pas surestimer quel énorme désastre c'était. La peste antonine a tué des millions de Romains sont morts, soit 10% de la population. Et regardez immédiatement maintenant, bien sûr, les problèmes commencent. Imaginez que 10% de la population romaine meurt. Bien sûr, immédiatement, ont des invasions barbares. Immédiatement, les Marcomanes et Quades viennent du nord. Vous savez que vous envahissez, vous savez, saccageant des villes pour la première fois de l'histoire. Marcus Aurelius doit se battre toute sa vie, le pauvre gars. Il voulait juste être un philosophe détendu et il doit se battre contre les Marcomanes, contre la carrière brutale, juste brutale, et il les bat effectivement. Et il aurait presque établi la province de Marcomanie maintenant dans le dernier tour des guerres marcomanes. Vous voyez ici, il établit presque la province de Marcomanie. Et que se passe-t-il ensuite? Il meurt en 180. Et puis son fils idiot, Commode, laisse tout aller à la dérive. Et Commode est l'un des...
Je pense que Commode est très haut sur la liste des pires empereurs romains de tous les temps. Il est certainement dans le top 10 des pires, top 10, top 15 des pires, 100%. Il n'y a pas une bonne qualité chez ce gars. Il n'y a pas une bonne qualité chez ce gars, je veux dire sérieusement, il hérite d'un empire parfait, un très bon empire de son père, et maintenant le chaos grâce à Commode. Chaos, guerre civile, maintenant vous avez les guerres civiles, les prétoriens se déchaînent, à un moment donné même la position d'empereur est en jeu. Mis aux enchères, vous savez, et maintenant bien sûr le respect pour la position d'empereur s'est détérioré, il est parti, c'est pourquoi maintenant tant d'empereurs ont été tués par la suite par les prétoriens, parce que le respect qui avait été établi sur les Antonins et la dynastie antonine. Marcus Aurelius Antoninus Pius est maintenant parti, et ici maintenant bien sûr Septimius Severus et ses deux fils Caracalla et Geta, et bien sûr, dès que le bon vieux Septimius est parti, Caracalla et Gaëta ne régneront pas longtemps ensemble parce que Caracalla n'aime pas Gaëta et Gaëta était parti. La damnatio memoria est réalisée, Gaëta est effacé de toutes les inscriptions, de toutes les images, et Caracalla a en fait une chose très bonne. Il a donné la citoyenneté romaine à toutes les personnes au sein de l'Empire romain. Ce qui, en toute honnêteté, ce n'était pas une bonne idée. Je ne sais pas à quoi ce gars pensait. Je veux dire, je ne sais pas ce que ce gars pensait, ce qu'il essayait de faire. Il est allé trop loin, il a essayé son truc de cultes orientaux étranges à Rome, vraiment mauvais, pas bon. Sévère Alexandre n'était en réalité pas un mauvais empereur. Il n'était pas un mauvais empereur, le problème était qu'il était assez jeune et les troupes, il n'avait pas l'expérience militaire, et puis, bien sûr, il n'avait pas assez d'autorité. Je dirais sur ses troupes, il a mal jugé certaines situations, il n'avait pas assez d'autorité, et c'est bien sûr là que commencent les problèmes massifs. Et c'est pourquoi il a mal jugé une autre situation. Un gars appelé Maximus Traxbam se débarrasse de Severus Alexander et maintenant commence la crise du IIIe siècle. La seule bonne chose que Maximus ait faite était l'expédition punitive en Germanie lors de la bataille de Harzorn. Il est allé profondément en Germanie, a mené une expédition punitive, insensée, un gars fou, vraiment fou, et c'était essentiellement la seule bonne chose qu'il ait faite. Naturellement, de nombreux empereurs se succèdent. Au IIIe siècle, Philippe l'Arabe était en fait un assez bon empereur, vraiment pas un mauvais empereur. Sous son règne, il y avait les célébrations du millénaire à Rome. Rome avait déjà 1000 ans. Un très mauvais empereur, en effet. Comme lui, il a perdu sa vie, il a perdu contre les Goths, et est mort comme il n'a pas fait beaucoup plus, et oui, il a persécuté les chrétiens. C'est une autre chose qu'il a faite, qui est bien sûr aussi très mauvaise. Gallienus, mon garçon, Gallienus était bon. Vraiment super mauvais Gallienus, mon garçon, Gallienus était bon, vraiment bon. Était un bon empereur, d'accord, Gallienus régnant pendant une si longue période. Dans la crise du IIIe siècle, vous dit qu'il a dû faire quelque chose de bien. Maintenant, bien sûr, l'Empire se désintègre, mais comme il se bat, il est de tous les côtés. Il remporte des victoires majeures contre les tribus germaniques. Pourquoi? Parce qu'il met beaucoup d'accent sur la cavalerie. La cavalerie, d'accord, il comprend que la cavalerie est importante, il comprend que la cavalerie a besoin de plus d'accent, et c'est bien sûr. Pourquoi après? Que nous voyons cela reflété dans les légions romaines de plus tard maintenant. Maintenant, bien sûr, le garçon lui-même Aurélien. Ce gars est juste trop beau pour être vrai comme Aurélien et comme un gars d'un roman de science, comme d'un roman fantastique, d'accord? C'est un gars qui ne devrait pas vraiment exister. Regarde, il a juste uni, il a sauvé l'Empire romain, c'est fou. Aurélien ne devrait pas vraiment exister, ce gars est comme un gars d'un empereur très solide qui a remporté des victoires, des faits très importantes contre les tribus germaniques, a complètement vaincu les Alémanies, les Utungi, les Francs, beaucoup, différentes tribus, un empereur incroyablement bon, mais bien sûr malheureusement aussi mort, a également été tué. Et maintenant, bien sûr, nous avons Dioclétien qui bien sûr réforme en quelque sorte l'Empire romain.
ce qui était très intelligent. Chose très intelligente à faire car cela a essentiellement mis fin à ces guerres civiles constantes. Dioclétien a mis fin à ces maudites guerres civiles constantes qui avaient ravagé l'Empire romain pendant toute la durée de la crise du IIIe siècle. Nous parlons de 60-70 ans, ici de guerres civiles constantes et maintenant Dioclétien avec sa tétrarchie a donné à l'Empire romain la possibilité de ne pas se battre les uns contre les autres pendant un moment, pendant environ 20 ans. Environ juste 20-25 ans, ce qui était suffisant pour pouvoir combattre contre les envahisseurs germaniques, contre les Perses, et regardez ceci, comment magnifiquement maintenant l'Empire s'est stabilisé, et nous ne pouvons pas surestimer assez l'importance de Dioclétien, d'accord? C'était Dioclétien qui a eu cette idée, et c'était très important, parce que c'est pourquoi le IVe siècle est maintenant si étonnamment stable, plus stable au début qu'il ne l'était au IIIe siècle. Vous savez maintenant, bien sûr, tout s'effondre. Oh mon Dieu, maintenant, Constantin devient complètement fou, tue Maxence à la bataille du pont Milvian, mais il n'est bien sûr toujours pas satisfait. Et bien sûr, maintenant, il y a cette semi-paix avec Licinius, mais elle ne durera pas longtemps. Et bien sûr, alors, il attaquera bientôt aussi Licinius, et c'est bien sûr quand les choses commencent vraiment à mal tourner. À mon avis, parce que ce qu'il a fait, c'était de retirer les deux flottes prétoriennes d'accord. Il a fait de retirer les deux flottes prétoriennes d'accord. Les deux flottes prétoriennes d'Italie bataille de l'Hellespont Crispus, gagnant contre Licinius Crispus, tué par Constantin comme « Oh Crispus, merci fils » pour avoir gagné à la bataille de l'Hellespont. Je vais maintenant te récompenser avec la mort, très bien, très père amical, très gaz amical, Constantin très amical, et il retire essentiellement les deux flottes prétoriennes. D'Italie, pas beaucoup de gens parlent de cela, mais il retire les deux flottes prétoriennes, laisse Crispus se battre contre Licinius à la bataille de l'Hellespont, et après, l'Empire romain d'Occident se retrouve sans flotte, sans une marine forte. Et cela, mes amis, est en défendant vous. Savez, les côtes de l'Ouest par la suite. En défendant, vous savez, le côtes de l'Ouest par la suite. Par exemple, quand les Vandales ont pris le contrôle de l'Afrique, les Romains n'avaient tout simplement pas de flotte. S'ils avaient eu une flotte, cela se serait passé assez différemment, je dirais. Et aussi, imaginez maintenant que Constantin crée Constantinople. J'aime Constantinople autant que quiconque, mais pensez à la perte de prestige, aux dégâts que cela a causé à l'ancien cœur de Rome, ainsi qu'aux dommages économiques. Cela a réduit la puissance économique de l'Italie, cela a réduit le prestige, il a même pillé Rome, vous savez, Rome elle-même, et a apporté de nombreuses œuvres d'art à sa nouvelle ville de Constantinople. Ainsi, l'Ouest a été sévèrement affaibli et l'Est a été renforcé. Donc c'était un déplacement de l'Ouest vers l'Est. Vous savez, et c'est pourquoi je ne sais vraiment pas quoi penser de Constantin. Certaines choses qu'il a faites étaient assez impressionnantes, aucun doute là-dessus. Mais je ne peux toujours pas me débarrasser du sentiment que, vous savez, l'ascension de l'Est, comme j'aime le dire, a été construite sur la chute de l'Ouest. Donc, voilà mon opinion sur Constantin, très mitigée à son sujet. Certainement, quelques-unes des choses qu'il a faites étaient très grandes. Il a remporté des victoires majeures contre de nombreux. La province de Dacie, regardez ici la reconquête de partie de la province de Dacie. Regardez ici la reconquête de partie de Dacie. Il voulait même monter une expédition contre la Perse avant sa mort. Donc, certainement des réalisations assez impressionnantes. Cependant, vous savez, certaines choses sont indéfectibles, ce qui n'était pas bon pour l'Empire romain d'Occident. C'était très bon pour l'Est, mais moins pour l'Occident. Maintenant, bien sûr, que se passe-t-il? Sa dynastie, ses fils, une situation très instable parce que ses fils, ils ne s'aiment pas beaucoup. Alors que font-ils comme toujours? Ils se battent entre eux, n'est-ce pas? Ils se battent les uns contre les autres. Donc maintenant, il y a un semblant de stabilité avec Constance et Constance II, mais bien sûr, maintenant, nous savons que Constance ne durera pas trop longtemps, d'accord.
Constance ne survivra pas à cela et ensuite Constance II sera le seul survivant des fils de Constantin. Et maintenant, bien sûr, très bientôt, notre garçon Julian entre en scène. Notre garçon Julian entre maintenant en scène. Homme, c'est fou maintenant. Maintenant, ça commence. Constantius II et Julian, et regarde, Julian a essentiellement sauvé l'Empire romain occidental. Comme il y avait d'énormes invasions barbares, d'énormes invasions. Julian les défait à partir de rien, comme il n'avait aucune expérience militaire. Mais alors, bien sûr, Constantius II meurt, Julian devient seul empereur, et quoi fait-il, Julian? Pourquoi? As-tu fait ça? Pourquoi n'as-tu pas consolidé? Pourquoi, comme il part immédiatement, complètement sans repos, aurait dû être plus méthodique, mais tu sais non, allons juste avoir été plus méthodique, mais tu sais non, attaquons immédiatement, la Perse immédiatement, bah mais il meurt, putain, vraiment pas bon, Julian, pourquoi de toute façon maintenant Valentinian I et Valentinian I était un très bon empereur. Valentinien, le premier, était un solide empereur solide. La dernière fois que je dirais même que l'Empire romain était vraiment très puissant, en fait, plus puissant que l'Est, qui était sous Valentinien I. Et Valent n'était pas si mal non plus. Donc les deux étaient de très bons empereurs romains. Très tolérants religieusement. Tolérants, mais alors, bien sûr, la chose est Valent. Le gars qui a perdu à Adrianople, et maintenant c'est le gars qui a perdu à Adrianople. Et maintenant, c'est maintenant, nous y arrivons, regarde maintenant, nous y arrivons, et bam, maintenant ça se passe bientôt ça se passe, et bam. Ça s'est passé, Valent se fait tuer à Adrianople. Et c'est bien sûr à ce moment que tout dégénère, c'est bien sûr à ce moment que tout comme. Une rétroaction, une boucle de rétroaction négative commence, d'accord, c'est comme, tout comme dégringole de mal en pire, encore. Pire, c'est comme une mauvaise réaction en chaîne qui a déjà été mise en mouvement, vous savez, c'est ce qu'est réellement la bataille d'Adrianople. Et ils n'ont jamais réussi à se débarrasser des Goths à nouveau. Regardez cela. Les Goths, ils sont maintenant fermement à l'intérieur de l'Empire romain. Fermement là-dedans, regardez cela. Ils ne peuvent pas se débarrasser des Goths. Non, ils leur ont même donné des terres ici. Comme si vous êtes autorisé à vous installer ici. Ils leur ont permis de s'installer, créant ainsi une très mauvaise situation. Maintenant, vous avez créé un précédent en permettant à une tribu étrangère d'avoir essentiellement son propre État quasi indépendant. Pensez à cela dans votre territoire. Pensez à ce que les autres peuples germaniques pensaient alors lorsque les Romains ont permis aux Goths de s'installer dans l'Empire romain et ont essentiellement leur propre, État quasi indépendant. Pensez à ce que les autres germaniques pensaient, comme est si maintenant, bien sûr, ô Dieu maintenant les guerres civiles, les guerres, maintenant bien sûr, ô Dieu maintenant les guerres civiles, les guerres civiles encore. Magnus Maximus, l'usurpateur de Britannia, puis l'Ouest perd par hasard. Tu sais, Théodosius était un... L'Ouest perd par hasard, tu sais, Théodosius était un bon commandant militaire. Et bien sûr, l'Ouest perd toujours d'une manière ou d'une autre. Et que se passe-t-il alors, les légions? Les légions occidentales sont décimées et l'Ouest aurait vraiment eu besoin de soldats dans ce qui allait arriver. 20 ans plus tard, mais bien sûr ces guerres civiles, vous savez. Théodose contre Magnus Maximus et plus tard contre Eugénius et Arbogast est ce qui a sérieusement affaibli l'Empire romain occidental, de sorte que maintenant, soudainement, une grande partie de leur armée avait été décimée et c'est pourquoi, plus tard, Stilicho doit retirer des troupes de la frontière du Rhin, vous savez, vers l'Italie pour la défense de l'Italie. Puis la frontière du Rhin est sérieusement affaiblie, et c'est pourquoi les Germaniques ont pu s'infiltrer. Pourraient, comme en 406 après Jésus-Christ, franchir le Rhin, franchir la frontière du fleuve et se déverser en Gaule, se déverser en Hispanie. Donc vous voyez cette réaction en chaîne, comment tout mène à la prochaine mauvaise étape. Et cela mène à une autre mauvaise chose. Et à une autre mauvaise chose, et c'est comme cette mauvaise réaction en chaîne. Et les guerres civiles maintenant entre Théodose et Magnus Maximus et Eugénius et Arbogast sont la raison pour laquelle l'Empire romain occidental
a été si sévèrement affaibli, d'accord. D'abord, ils se sont fait voler leur flotte prétorienne. Ensuite, ils se font toujours battre par l'Est. Et maintenant, ici nous avons bien sûr très bientôt le maintenant. Valentinien demeure, entraînant la bataille de la rivière Frigidus. Puis Théodose Ier meurt immédiatement, et que se passe-t-il? Maintenant, bien sûr, Théodose meurt, et ses deux fils idiots, Honorius et Arcadius, sont laissés sur le trône. Tu nous as tellement laissé tes fils incompétents. Maintenant, tu nous as tellement laissé tes fils incompétents. Maintenant, bam, voici la bataille de Pollentia, notre garçon Stilicho vainquant. Alaric. Alaric n'a aucune chance tant que Stilicho est en vie. Stilicho, le grand défenseur ici à la bataille de Vérone encore. Stilicho, le grand défenseur, Alaric se repliant vers l'Illyricum et... Tant que Stilicho est en vie, Alaric n'a aucune chance. Maintenant, une deuxième fois, Radagaisus, avec une énorme coalition germanique, essaye de pénétrer en Italie encore, et Stilicho le bat encore. Donc Stilicho a sauvé l'Italie au moins 3 fois. Peut-être, je pense que Radagaisus a envahi 2 fois, je pense qu'Alaric a envahi 2 fois, donc Stilicho sauve l'Italie 4 fois des envahisseurs germaniques massifs. Et que fait Honorius en récompense? Que fait l'idiot d'Honorius? Le récompense-t-il avec des médailles exceptionnelles et autres? Non, il le tue carrément. D'accord. Maintenant, Stilicho est mort. 408. D'accord, 408, Stilicho est mort, et maintenant, tout s'effondre. Maintenant, tout s'effondre, et vous savez, Stilicho... Si Stilicho avait été laissé en vie, je pense qu'il aurait peut-être réussi à faire d'Alaric un fédéré. C'était son plan, d'accord? C'était le plan de Stilicho. Il savait qu'Alaric est un gars très puissant. Il voulait que Alaric et ses Wisigoths deviennent des fédérés. Et ensemble, avec Alaric et ses fédérés, je pense qu'ils auraient reconquis l'Hispanie et la Gaule et auraient été évincés ou complètement vaincus les envahisseurs germaniques. Les aurait vaincus ou évincés, l'une de ces deux choses. L'histoire se serait déroulée très différemment, et l'Ouest aurait probablement pu être sauvé si Stilicho avait été laissé en vie, parce que Stilicho était un gars extrêmement compétent, un commandant militaire extrêmement compétent, et avec l'aide d'Alaric, le sac de Rome n'aurait alors pas eu lieu, bien sûr. Et avec Alaric, je pense que c'était le plan de Stilicho depuis le début, mais non, bien sûr. Non, Stilicho a été tué, et maintenant regardez comment tout s'effondre. Oui, le sac de Rome était vraiment mauvais. Mais c'était vraiment mauvais, mais ça n'a pas joué un rôle aussi énorme. Dans le grand schéma des choses, vous savez, le sac de Rome lui-même, en 410 maintenant, bien sûr, une chose que Honorius au moins a fait, il a laissé Constance III faire tout le travail d'accord, au moins il n'a pas gâché cela. Honorius très bien, au moins quelque chose qu'il a fait correctement. Il a laissé vivre Constance III et regardez cela, Constance III a en fait réussi à stabiliser un peu tout. Vous savez donc vous aviez comme d'accord des États semi-indépendants, mais c'était comme d'accord des foederati et cela aurait pu, si cela serait resté ainsi, il aurait peut-être été possible de sauver la situation. Et quelques générations plus tard, les Germaniques auraient été assimilés dans l'Empire romain, mais bien sûr, le problème est que cela ne s'est pas produit parce que ce qui s'est passé ensuite. Bien sûr, maintenant, nous avons un court interrègne parce que maintenant... nous avons un court interrègne parce que maintenant, Johannes devient empereur à l'ouest. Mais il n'est pas autorisé à rester empereur, et bam, il est vaincu. Et qui est mis sous le trône, qui est mis sur le trône, à la place de l'effectivement assez capable Ioannis, qui aurait probablement été un bon empereur. Il était assez bon empereur, pour être honnête, dans son court règne religieusement très tolérant. Mais il est remplacé par qui? Valentinien III. Dois-je même décrire Valentinien III? Ai-je même besoin de le décrire? Il était comme, si nous disons qu'Honorius était mauvais, Valentinien le troisième était au moins aussi mauvais, d'accord? Au moins aussi mauvais. Et il règne pendant
Un temps ridiculement et stupidement long, Honorius et Valentinien III, ils règnent ensemble, pensez à cela, pendant une folle soixantaine d'années. 60, ils règnent ensemble pendant 60 foutues années, presque une vie humaine, et c'est sous Valentinien III, les Vandales traversent vers l'Afrique. Sous Valentinien III, les Vandales traversent vers l'Afrique. Bien sûr, ce n'était pas entièrement la faute de Valentinien III. La faute, d'accord ? C'était comme la guerre civile entre Flavius Aetius, Flavius Félix et Bonifacius, d'accord ? C'était une guerre civile aller-retour entre les grands généraux de l'Empire romain occidental. C'était une lutte de pouvoir, ce qui est évidemment très regrettable. Mais la chose, c'est que cela n'est arrivé que parce que l'empereur était si faible. L'empereur allait bien, il était encore très jeune à l'époque et Galla Placidia régnait, mais la situation était donc si mauvaise parce qu'il n'y avait pas de pouvoir fort, un vide de pouvoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les généraux se battent pour le pouvoir, Aetius, Félix et Bonifacius, et c'est pourquoi les Vandales ont pu s'installer en Afrique, c'est pourquoi ils ont été autorisés à conquérir l'Afrique, vous savez, et quand l'Afrique a été conquise, le niveau de difficulté est soudainement passé de difficile à complètement restaurer l'Ouest, mais il aurait pu encore survivre. Vous savez, comme je dirais, niveau de difficulté moyen à mode cauchemar, comme il a instantanément sauté de moyen à niveau Dark Souls, d'accord ? C'est comme saut de difficulté insensé, parce que maintenant les recettes fiscales de l'Afrique, l'Empire romain d'Occident n'avait pas ces provinces incroyables comme l'Est. D'accord, regarde, l'Est avait des provinces riches qui étaient très sûres, bien protégées des invasions. Impossible de traverser le Caucase à cet endroit. C'est comme si tu devais passer partout. À travers la Thrace et le Levant est sûr cependant. L'Ouest n'avait que l'Afrique comme la plus riche. L'Afrique était de loin la province la plus riche. Dès la disparition de celle-ci, les recettes fiscales ont probablement chuté. Je ne voudrais pas dire quelque chose de mal. Mais j'ai juste le sentiment que les recettes fiscales de l'Afrique étaient au moins d'un tiers. Je pense qu'au moins un tiers des recettes fiscales de l'Empire romain occidental étaient au moins un tiers inférieur. Donc, imaginez maintenant ce qui se passe lorsque soudainement un tiers ou plus de vos recettes fiscales ont disparu. Qu'est-ce que cela fait au budget, au trésor de votre empire ? Vous n'avez soudainement même pas assez pour entretenir votre armée. Alors vous devez dissoudre les légions parce que ces comitatans ne sont pas bon marché. Alors que faites-vous ? Vous devez dissoudre les légions et les remplacer par des foederati super bon marché. Bien sûr, cela peut sembler une bonne idée au début, mais ils n'ont pas votre expérience, ils ne sont pas de haute qualité et ils n'ont pas la loyauté. Ils n'ont pas la loyauté envers l'Empire romain, vous savez ? Ils ne sont pas comme les comitatans, donc bien sûr, c'est pourquoi tout va très mal. Après 429, lorsque les Vandales se sont installés en Afrique, c'était le véritable coup porté à l'Empire romain, d'accord, perdre l'Afrique, et bien sûr, ils ont essayé de reconquérir l'Afrique, ok, je pense que la première tentative a déjà eu lieu à la fin des années 430, si je ne me trompe pas, mais elle a échoué, d'accord, et puis une autre tentative a eu lieu en 441, pourquoi ? La chose est que le roi Géséric, le roi des Vandales, c'était un sacré malin, d'accord ? En 441, il y a eu une tentative de l'Ouest et de l'Est pour reconquérir l'Afrique, mais Géséric se rusait. Ce génie du mal, d'accord, ce génie du mal, il a immédiatement envoyé des émissaires à Attila le Hun, d'accord, le roi des Huns, en lui disant « Et Attila, les Romains de l'Est préparent une énorme expédition pour reconquérir l'Afrique, pour m'attaquer. Tu peux attaquer leur arrière-pays, il n'y aura pas de soldats, d'accord, tu n'as rien à craindre ?» Et puis, bien sûr, Attila a immédiatement attaqué et les Romains de l'Est ont dû se retirer et toute l'expédition a été avortée.
Vraiment malheureux maintenant, Aetius parvient à stabiliser la situation d'une manière ou d'une autre. Vraiment malheureux maintenant, Aetius parvient à stabiliser la situation, mais le problème est l'Afrique. Dès que l'Afrique est partie, comme vous n'avez plus de revenus, vous n'avez plus de revenus. Même avec tout ce que Aetius a fait, et voyez comment, même à quel point c'est mauvais comme l'invasion des Huns après la retraite des Romains. Je veux dire, c'est une très mauvaise situation. Maintenant, les Suèves ont réussi à s'étendre aussi, c'est fou. Maintenant, Attila avance, et comme la bataille des plaines catalanes est dans un dernier effort, Aetius parvient même à le repousser. Puis, il ne peut pas. Puis il envahit l'Italie maintenant en 452 et Marcian, l'empereur romain d'Orient, attaque heureusement l'arrière-pays, le basé. L'arrière-pays, heureusement, et cela est essentiellement raison probable pour laquelle Attila s'est ensuite retiré et pourquoi l'Italie a été sauvée à cause de l'attaque de Marcian, l'empereur romain d'Orient. Attila étant mort, les Huns sont partis. Mais bien sûr, maintenant, Valentinien III, dans sa totale stupidité, tue Aetius, tue le magistère, Militum Aetius, et maintenant, c'est le chaos total. Marcellus de Dalmatie se sépare de l'Empire romain. Ceci n'est en fait pas, autant que je sache, entièrement exact, car cela devrait se séparer ici. La Dalmatie s'est séparée de l'Empire romain. Sous Marcellinus, tout s'effondrait à cause de Valentinien III, l'idiot parce qu'il a tué Aetius, et maintenant, bien sûr, nous avons cela. Succession rapide d'empereurs, et bam, maintenant, bien sûr, Majorien entre en scène d'accord, un nouveau joueur entre dans le jeu, et notre garçon Maiorianus, bien sûr. Notre garçon Maiorianus est bien sûr assez héroïque. C'est pourquoi j'ai nommé la chaîne après lui, n'est-ce pas ? Et regardez ça, regardez ce qu'il fait. Il amasse une armée de foederati de 30 000 hommes. Bam, il bat les Burgondes, et bam, il bat les Wisigoths, et bam, il bat les Suevi. En peu d'années, en 3 courtes années, il bat les Burgondes, les Wisigoths et les Suavi. Et regardez comment l'Empire romain ressemble à nouveau. Je ne suis même pas sûr. Je pense même que cette partie ici, du nord de l'Hispanie était également fermement sous le contrôle romain. Donc je ne suis pas sûr de pourquoi Dominus l'a ici comme sous un contrôle semi-romain, mais autant que je sache, c'était aussi sous le contrôle romain, donc regardez simplement cela. Comment soudainement cela semble beaucoup mieux, et imaginez simplement maintenant avoir été incroyable. Puis bien sûr ils auraient pu gagner. Aurait été incroyable, puis bien sûr ils auraient pu gagner. Maintenant, bien sûr, avec le meurtre de Majorian, Aegidius se sépare de l'Empire. En fait, Marcellinus ici devrait également se séparer de l'Empire, et tout s'effondre encore plus rapidement. Après cela, les gains de Majorian sont immédiatement annulés. Parce que... Maintenant, bien sûr, Oued-Comme qui est, bien sûr, maintenant au pouvoir. Ricimer d'accord, Ricimer a réussi bien sûr quelques années auparavant déjà à prendre le pouvoir en Italie, et dès que Ricimer était en Italie et avait le contrôle en Italie, c'était super difficile parce que maintenant, soudainement, vous n'avez pas seulement des ennemis à l'extérieur, d'accord, mais maintenant vous avez aussi un ennemi à l'intérieur. Donc vous êtes entouré d'ennemis. Ricimer au pouvoir, et en gros c'est un peu comme un envahisseur germanique qui a réussi à s'infiltrer dans l'Empire romain, si vous voulez, une situation vraiment très mauvaise. Vraiment mauvais, et maintenant, en 467, un bon empereur est envoyé par l'Est par Léo le Ier. Léo le Ier aussi d'ailleurs, un empereur incroyable, et il envoie Anthemius. Et c'est en fait la dernière chance maintenant de vraiment sauver l'Empire romain d'Occident, d'accord ? C'est vraiment... la dernière chance maintenant. Nous parlons de la dernière chance car en 467, Anthemius monte une expédition pour reconquérir l'Afrique. Ils doivent revenir à cause du mauvais temps, puis la prochaine tentative en 468, et bam, bataille de Cap-Bon. Bataille de Cap-Bon. Et regardez, Héraclius, l'un des commandants de cette expédition, a réussi à reconquérir la Tripolitaine. Marcellinus avait réussi à reconquérir la Sicile et la Sardaigne, donc même à ce moment-là, cela n'aurait pas été fini, mais bien sûr, l'idiot Basiliscus.
l'idiot Basiliscus. C'est juste si mauvais, ça fait juste mal. Ces 20-30 dernières années, elles font mal. Tellement, tant d'erreurs commises, c'est fou. Basiliscos donne à Gaiseric 3 jours pour préparer sa reddition. Bien sûr, ce n'était qu'une ruse de Gaiseric pour gagner du temps. Et Gaiseric prépare secrètement un mouton. D'un mouton serait également drôle. S'y préparait des moutons, mais non, je veux dire des navires, une flotte de navires, et il envoie les navires. Des navires en feu, d'accord, comme des navires en feu brûlant. Quand le vent tourne, les navires en feu se dirigent vers la flotte romaine et c'est un énorme chaos. Et puis il y a une autre attaque surprise, et la moitié de la flotte romaine de 1100 navires est en train d'être détruite. Et le plus fou, c'est que même alors, ça n'aurait pas été totalement terminé. Parce que Héraclius, comme mentionné, progressait constamment sur terre. Marcellinus aurait toujours pu attaquer avec le reste de la flotte romaine orientale, mais que se passe-t-il? Marcellinus est tué en Sicile. Et avec la mort de Marcellinus, tout s'effondre vraiment. Et certains disent donc que Ricima était derrière l'assassinat de Marcellinus, et je pourrais imaginer que cela soit vrai parce que, vous savez, Ricima, il a tué pas mal de gens capables, et il semble presque qu'il essayait vraiment de détruire l'Empire romain aussi vite qu'il le pouvait, d'accord? Aussi vite qu'il le pouvait. Et c'était la dernière chance parce que maintenant, avec la défaite à Cap Bonne, l'Empire romain d'Orient est en faillite et ne peut plus aider l'Occident. C'est la raison pour laquelle, maintenant, les finances de l'État de l'Est sont si mauvaises parce qu'ils ont perdu plus de la moitié de la flotte. C'est pourquoi ils ne peuvent non plus aider l'Occident désormais. Tellement plus dans les années suivantes, d'accord, donc c'est une très mauvaise chose qui s'est produite, la bataille du Cap Bond à cause de l'idiotie de Basiliscus, et c'était vraiment la dernière chance. À mon avis, pour sauver l'Empire romain d'Occident, c'était vraiment la dernière chance, parce que s'ils avaient sauvé l'Afrique, ils auraient encore. L'Ouest aurait pu permettre la survie. Il aurait encore pu survivre, car soudainement, les finances de l'État auraient doublé, comme si vous aviez soudainement à nouveau les revenus de l'Afrique, bam, vos finances d'État probablement auraient doublé votre trésorerie à plus que doubler. Et vous pouvez peut-être même augmenter la haute qualité. Des unités de comitatensis, pas seulement les voiderati bon marché, mais nous parlons à nouveau de comitatensis de haute qualité, d'accord. Mais après, cela vraiment mauvais, et maintenant, en 472, vraiment mauvais, et maintenant, en 472. Ce géant Ricima tue même Anthemius, d'accord, saccage Rome, d'accord, Ricima, je ne sais pas comment, les gens peuvent défendre Ricima si quelqu'un défend Ricima, je ne sais pas, et des milliers de Romains sont morts, des Romains innocents ont été tués par Ricima, comme qui ferait une telle chose? Et Ricima vous ne pouvez pas comparer Ricima à un calibre surtout Stilicho, comme s'il vous plaît. Ne jamais comparer Ricima et un calibre surtout Stilicho, comme s'il vous plaît. Ne jamais comparer Ricima et les... Stilicho est ici, d'accord, Stilicho est ici, et Ricima est-il sur la même planète comme Stilicho et Ricima ne sont même pas sur la même planète comme Stilicho et Ricima ne sont même pas sur la même planète. D'accord, Ricima a tué des dizaines de milliers de Romains pour sa propre cupidité personnelle, pour son propre soif de pouvoir, et Stilicho n'a jamais fait quelque chose comme ça. Il est resté loyal jusqu'au bout. En fait, Stilicho s'est laissé tuer sciemment, juste pour éviter une guerre civile. En Italie, c'est Stilicho Ricima qui va jusqu'à saccager Rome. En 472, des dizaines de milliers de Romains ont été tués dans le processus, la ville étant comme Rome était bien sûr à cette époque déjà en très mauvais état. Mais probablement encore pire par la suite. D'accord, Ricima le fléau, Ricima un autre fléau des Romains, Gaiseric et Ricima très semblables au fléau des Romains, Gaiseric et Ricima très semblables aux Romains. Oui, le sac de Rome, maintenant comme les Romains. Ah oui, le sac de Rome. Oui, maintenant, comme empereur après empereur, des empereurs marionnettes, Glycerius, Solubrius, tous ces empereurs vont et viennent. Maintenant, le dernier acte de l'empereur romain d'Orient,
Léo le Ier envoie Julius Népos la dernière tentative de restaurer l'Empire romain d'Occident. La dernière tentative pour chasser les Germaniques, et en effet Gundobad s'est enfui vers les Burgondes, donc ça ne semblait pas complètement mauvais. Cependant, puis bien sûr la rébellion d'Oreste, l'idiot Oreste se rebellant contre Népos, Népos fuyant en Dalmatie et le reste est de l'histoire. Et puis, bien sûr, comme Oreste perd immédiatement face à Burwaca et ses foederati, toi quoi Oreste? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein? Quoi Oreste? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein? Quel genre d'idiot étais-tu? Je ne sais pas ce que tu pensais. Et Népos, je ne sais pas, Népos n'aurait pas dû remplacer Ecdicius, qui était le précédent Magister Militum. Avec Oreste, c'était une grosse erreur. Par Julius Népos, et maintenant, bien sûr... Oui, c'est fini. Genre... Je veux dire vraiment fini entre guillemets, parce que nous savons qu'en réalité en 476, le mode de vie romain classique ne s'est pas terminé en Italie et l'infrastructure et les villes étaient principalement intactes. Et on parlait toujours latin et nominalement, c'était une partie de l'Empire romain d'Orient maintenant, n'est-ce pas? Donc, Odoaca n'a réellement rien changé en Italie. Et même plus tard, Théodoric n'a également rien changé en Italie. Donc l'Italie, probablement en l'an 510 ou 520, aurait été très similaire si vous étiez un voyageur dans le temps et que vous reveniez à l'année 450, 460. Cela ressemblerait presque à l'année 510 ou 520. C'était toujours très similaire, c'était toujours très intact, les guerres gothiques. C'était comme la destruction complète de Rome, si vous voulez l'appeler ainsi, c'était les guerres gothiques. C'était comme la destruction complète de l'Italie. Ceci est daté comme la chute classique de Rome, date de 476 après Gilles, et cela vient bien sûr d'écrivains romains orientaux ultérieurs tels que Marcellinus, Comus, qui l'ont essentiellement utilisé comme une sorte de mesure de propagande pour dire comme « Oh les barbares, ils ont pris le contrôle de l'Ouest ». Donc maintenant, nous devons libérer l'Ouest de la tyrannie des barbares en l'utilisant comme une sorte de mesure de propagande afin de justifier la guerre de reconquête de Justinien contre la ville de Rome. Rien ne s'est vraiment passé. En réalité, rien ne s'est produit à Rome. En fait, l'année la plus terrible pour Rome était 472, lorsque le terrible Ricumère l'a saccagé. En 476, la situation semblait probablement meilleure qu'en 472, car certains dommages avaient dû être réparés entre-temps. Donc, vous savez, ce n'est pas vraiment la fin de Rome, mais c'est la fin traditionnelle, et c'est aussi là que la vidéo se termine maintenant. Et maintenant, nous avons regardé la première moitié, je dirais. Et dans une autre réaction, bien sûr, nous allons aussi faire l'Empire romain d'Orient, parce que l'histoire n'est pas terminée, mes amis, nous avons encore 1000 ans de plus. D'accord, nous avons encore 1000 ans de plus, jusqu'à ce que, bien sûr, les derniers états résiduels romains d'Orient tombent aussi. Mais nous avons maintenant terminé avec la première partie. Et j'espère que vous avez apprécié cela. Divagation. Ce n'était pas vraiment une réaction, je ne sais pas, je divaguais probablement pendant 45 minutes, 50 minutes d'affilée. Donc, je suis vraiment désolé si j'ai trop divagué. Mais ça sort tout simplement de moi, toutes les pensées que j'ai en voyant cette superbe vidéo de Tominus Maximus, encore une fois. Allez sur sa chaîne et abonnez-vous. Vraiment un super gars. Une inspiration pour moi pour commencer Majorianus, donc j'ai vraiment apprécié la vidéo et j'espère que vous avez apprécié ce commentaire ou ce bavardage aussi. Alors, chers amis de l'histoire romaine tardive, à bientôt dans la prochaine vidéo complète. Veuillez envisager de vous abonner, d'aimer, peut-être même que vous voulez soutenir la chaîne via Patreon ou via l'adhésion à YouTube. Je serai super reconnaissant. Je ferai beaucoup plus de vidéos de réaction parce que je ne sais pas, je m'amuse à les faire. Peut-être que vous les aimez, peut-être que certains le feront aussi. Nous sommes sur YouTube, certains les détesteront aussi, mais je continuerai simplement à les faire de temps en temps. J'espère que vous vous êtes amusés. J'ai certainement passé un bon moment, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois, au revoir.